Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Avant de commencer à rentrer dans le détail, on va juste faire un point sur le contexte. Chaque année, l'administration fiscale elle réalise plus de 50 000 vérifications de comptabilité, 5 000 examens de situation personnelle et des milliers de contrôles sur pièces, au-delà des vérifications de comptabilité proprement dites. Ces dernières années, il y a eu plusieurs nouvelles mesures qui ont été adoptées afin de lutter contre la fraude fiscale et notamment renforcer les outils de contrôle à disposition de l'administration fiscale, notamment par le biais d'une informatisation accrue des opérations de vérification. L'objectif, bien sûr, pour l'administration, c'est d'augmenter les vérifications et détecter les risques de fraude. Voilà, Dans un tel environnement, voilà, il est impératif de se préparer et d'appréhender tous les nouveaux procédés dont dispose l'administration fiscale pour détecter ces fraudes, pour renforcer les contrôles qui sont de plus en plus importants. La première partie, on l'a appelée le droit au service du tax audit. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Le droit est la base du renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale. Tout part de là, en fait. C'est le droit qui a permis la création à l'administration fiscale de créer de nouveaux outils et l'évolution du droit et des outils, ils tendent vers un même objectif, celui de renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Voilà, donc quelques petits rappels avant de rentrer un peu plus dans le détail. Pour les entreprises, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dernièrement, disons, il existait essentiellement deux types de contrôle. Le contrôle sur pièce, qui consistait pour l'agent vérificateur à procéder depuis son bureau à l'examen des déclarations et des documents, et à l'aide des documents et renseignements dont il dispose, ou qu'il se procure, vous allez voir, par l'intermédiaire de différentes sources. Les informations peuvent être obtenues par l'exercice du droit de communication, et notamment au travers des déclarations fiscales faites par les tiers. Les informations recueillies auprès des tiers, des fichiers informatiques et des données bancaires. L'entreprise contrôlée, là, n'est en aucun cas informée, sauf s'il y a des anomalies et des redressements prévus, et à ce moment-là, elle reçoit une proposition de rectification. Donc ça, c'est le contrôle sur pièce, qui est quasiment invisible pour l'entreprise vérifiée. Ensuite, la vérification de comptabilité, elle se déroule en principe au lieu du siège de l'entreprise, qui est notifié par avance par le biais d'un courrier recommandé qu'on appelle un avis de vérification de comptabilité. Cet avis, il va préciser la période vérifiée, l'impôt vérifié et le nom des représentants de l'administration fiscale qui vont venir opérer ce contrôle. Cet avis de vérification, il est accompagné de la charte du contribuable. Cette charte du contribuable, ce sont tous les droits et obligations du contribuable, tout au long du déroulement du contrôle fiscal. Voilà. Donc ça, ce sont les deux principaux axes de vérification qui existaient. Aujourd'hui, au-delà de ces outils classiques que nous connaissons depuis toujours, le législateur il a voulu doter les services chargés du contrôle fiscal d'outils juridiques un peu plus offensifs, destinés toujours à renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Voilà. Donc on va voir un peu quels sont ces outils. Depuis le 1er janvier 2017, il a été créé deux procédures spécifiques de contrôle sur place. La première procédure, c'est en cas de demande de remboursement de crédit TVA. Là, l'entreprise peut être contrôlée sur place et l'objectif, c'est de consulter les documents comptables ainsi que tous les justificatifs afférents à cette demande de remboursement de TVA. Ensuite, suite à cette vérification, donc là, ça ne porte que sur les remboursements de crédit TVA, il ne vérifie pas autre chose. L'administration a 60 jours à compter de la première intervention pour prendre sa décision. Soit elle accepte, soit elle rejette la demande de remboursement. Voilà. L'autre procédure spécifique de contrôle sur place,
c'est en cas de délivrance par les organismes sans but lucratif de reçus fiscaux ouvrant droit à avantage fiscal. Donc là, ils peuvent venir et contrôler sur place la réalité des versements indiqués sur les reçus. Tout cela existe, c'est nouveau et c'est depuis le 1er janvier 2017. Un autre nouveau mode de contrôle fiscal, c'est le contrôle fiscal à distance. Voilà. Donc c'est une procédure, le contrôle fiscal à distance qu'on appelle examen de comptabilité. C'est une procédure à mi-chemin entre le contrôle sur pièce et la vérification de comptabilité qu'on a vu précédemment. Donc elle est mise en œuvre par l'administration fiscale lorsqu'elle considère qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des investigations sur place. L'administration, elle, informe le contribuable par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité avec l'indication de la période et l'objet de l'examen. Et aussi la possibilité de se faire assister par un conseil extérieur, son expert comptable. Le contribuable, dans ce cas, à partir de la réception de l'avis d'examen de comptabilité, il a 15 jours pour fournir une copie du FEC. Donc c'est le fichier des écritures comptables. On va revenir sur ce fichier des écritures comptables qui existe depuis quelque temps dans un autre temps, dans une autre partie. Ensuite, une fois que le FEC a été envoyé dans les 15 jours, au plus tard, 6 mois après la réception du FEC, l'administration, elle enverra au contribuable une proposition de rectification où elle l'informera d'une absence de rectification. Donc lorsque la procédure est terminée, il peut être procédé à une vérification de comptabilité sur les impôts et taxes déjà contrôlés. Donc si cette procédure de vérification a été terminée et qu'il n'y a pas d'absence de rectification, on a été rectifié, on ne pourra pas, lors d'un autre contrôle sur place, être revérifié sur ces aspects-là. Ensuite, si l'administration, en cours de ce contrôle, considère qu'elle a des doutes, elle peut basculer sur une vérification de comptabilité à proprement dit. Donc là, on repart sur un contrôle fiscal classique. Sanctions. Bien sûr, si on ne transmet pas le FEC dans les temps ou s'il n'est pas conforme, pardon, eh bien, il existe des sanctions. C'est une amende de 5 000 € par exercice contrôlé. Voilà pour ce premier mode de contrôle. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous conseille, la Leadercom? Donc, le délai de 15 jours pour l'envoi du FEC, bien sûr, étant assez court et assez restreint, on vous conseille d'anticiper l'extraction du FEC et la vérification de la conformité de celui-ci avant d'arriver à un contrôle fiscal et même, je dirais même, au moment de la clôture du bilan et de l'envoi de la liasse fiscale à l'administration. De façon à anticiper vraiment les risques en cas de contrôle. Voilà. Donc, autre procédure ou autre changement depuis le 1er janvier 2017, c'est il y a eu quelques changements au niveau de la procédure CFCI. C'est quoi le CFCI? C'est le contrôle fiscal des comptabilités informatisées. Donc, lorsque la comptabilité est tenue par le biais des systèmes informatisés, l'administration fiscale, elle peut réaliser des contrôles sur la base de traitement informatique des données de gestion ou du contribuable. Donc, ce qu'elle fait, elle va sur il y a plusieurs possibilités, on va les voir ensemble, mais à partir des données qui existent dans le système de gestion, elle peut faire des recherches, des tris, des calculs pour réélaborer certaines données. Donc, le contribuable, on lui laisse 3 options. Soit les traitements sont effectués par l'inspecteur en dehors de l'entreprise à partir des fichiers remis par le contribuable. Voilà. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est les traitements vont être effectués par le vérificateur directement dans l'entreprise et sur le matériel de l'entreprise. Donc, il va avoir accès au matériel informatique de l'entreprise. Et dernière option, c'est le traitement est effectué directement par le contribuable. Voilà. Donc, sur cette procédure, il y a eu 2 principales modifications. L'encadrement de la procédure. Donc, lorsque le contribuable choisit d'opérer lui-même les traitements, il doit envoyer dans les 15 jours de la notification de son choix, donc les choix qu'on avait précédemment, une copie des fichiers sur lesquels il va travailler. Donc, le délai de mise à disposition des informations, c'est toujours le même, 15 jours à compter de la notification du choix. Donc, s'il choisit de faire réaliser les traitements par l'administration fiscale. Donc, c'est dans un cas ou dans l'autre,
Le délai de remise des fichiers, c'est 15 jours. Là encore, si on ne respecte pas les amendes, les sanctions, c'est une amende de 5 000 € par exercice vérifié ou 10% du montant des droits rappelés si ceux-ci sont supérieurs à cette amende de 5 000 €. La sanction, elle vaut en cas de défaut de présentation des données ou si on est hors délai sous le format de demande. L'avis d'ORCOM, donc toujours, les nouveaux délais pour nous étant irréalistes et la complexité de certains ERP pour les sociétés qui travaillent sur des ERP du type SAP et autres sont tellement compliqués à extraire, donc il faut là encore anticiper, vérifier la capacité de l'entreprise à fournir les informations, réaliser les traitements qui sont demandés par l'administration, et vérifier l'existence de tous les documents qui peuvent être demandés. Donc là, toujours, il faut anticiper. Parmi les documents qui peuvent être demandés, ça peut être la politique de prix de transfert, par exemple, pour les filiales ou succursales de sociétés étrangères. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de document qui pourrait être demandé. Donc cette première partie étant terminée, on a vu les nouveautés applicables depuis le 1er janvier 2017. On va faire quelques rappels sur le FEC, qui est l'outil de base pour l'administration dans ce qu'on peut appeler le contrôle fiscal 2.0 ou la digitalisation du contrôle fiscal. Donc, le FEC, c'est l'outil de base, c'est à partir du FEC et des fichiers informatiques que l'administration va pouvoir réaliser ses investigations. Donc, le FEC, l'outil de base. Depuis le 1er janvier 2014, l'article L47A-41 du LPF, Livre des procédures fiscales, il prévoit que les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent, en cas de contrôle fiscal, présenter à l'inspecteur dès le premier jour, dès le premier rendez-vous de vérification, les écritures comptables sous la forme d'un fichier dématérialisé et qui est en principe unique. Donc c'est un seul fichier. On ne peut pas avoir plusieurs fichiers. Il y a des exceptions en cas où les fichiers sont trop lourds en termes de volume, mais en principe c'est un fichier unique. Donc qui est concerné par cette obligation de remettre un FEC? Ce sont toutes les entreprises qui relèvent de l'IS ou de l'IR, donc les BIC, BNC ou bénéfices agricoles, sont également tenues par cette obligation les succursales françaises de sociétés étrangères, mais également les sociétés étrangères de succursales françaises. C'est très important. Donc, le fichier, lui, il peut être transmis sous deux formes. La forme la plus courante, c'est un fichier à plat, essentiellement fichier CSV ou TXT, respectant les critères définis par l'article A47A1 du livre des procédures fiscales et prévu par le Code général des impôts. Par exemple, les dates sont exprimées au format année, en fait, mois, jour. Les valeurs numériques, elles vont être exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Pas de séparateur de milliers accepté. Enfin, il y a un ensemble de critères, de règles à respecter, sinon le fichier n'est pas conforme et ne pourra pas être recevable par l'administration. Ça, c'est le fichier à plat, c'est la norme la plus courante, c'est la forme la plus courante. Par contre, on peut également remettre un fichier structuré codé en XML, respectant la structure du fichier XSD. C'est un peu technique, mais ça, c'est l'administration fiscale qui fournit la structure du fichier. Et on peut accéder à cette structure sur le site impôt.gouv.fr. Voilà un petit peu les fichiers. Donc il est vraiment important de respecter toutes ces normes techniques et ces conditions de forme de façon à ce que le fichier soit recevable. Le fichier, lui, il est composé de 18 champs qui sont présentés dans un ordre bien précis. Attention à l'ordre aussi. Les libellés de colonnes doivent être indiqués sous un certain nom. Vraiment, si on ne respecte pas cet ordre et les différentes informations qui doivent être portées dans ce fichier, il n'est pas recevable. Donc, je vous ai mis juste quelques exemples de les premiers champs. Parce qu'il y en a 18, je n'ai pas voulu les citer tous pour les rappeler. Je pense qu'on les connaît. Sinon, je pourrais toujours vous les transmettre par mail. Je vous communiquerai mon adresse mail si besoin.
Donc, le fichier 18 champs, présenté dans un ordre précis. En colonne 1, ça sera le code journal de l'écriture comptable. En colonne 2, le libellé journal de l'écriture. En colonne 3, le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable. En colonne 4, la date de comptabilisation de l'écriture. En colonne 5, le numéro de compte. Et vous voyez, même le numéro de compte, les 3 premiers caractères doivent correspondre à des chiffres. Donc, en respectant les normes du plan comptable français. Donc, si on a un plan comptable étranger, le fichier n'est pas recevable. Il doit y avoir un mapping, un plan comptable de correspondance qui permet de faire le lien avec le plan comptable français. Mais en tout état de cause, dans le fichier, c'est le plan comptable français qui doit apparaître. Voilà, etc. Le respect du plan comptable français est obligatoire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc les normes IFRS, US-GAAP ne sont pas admises. Donc le fichier FEC, c'est la comptabilité tenue selon les règles comptables françaises. Voilà. Donc encore quelques informations sur ce FEC. Seule la langue française peut être utilisée. Il n'est pas admis d'anglais ou d'autres langues. Le FEC, il est remis à l'inspecteur, je vous l'ai dit en commençant, dès le premier rendez-vous. L'inspecteur va formaliser cette remise de FEC, il va le tester et il va formaliser tout de suite la remise du FEC par la remise d'un procès-verbal qui sera signé et par l'inspecteur et par le contribuable. Donc le FEC, lui, au-delà de tout ce qui est technique, on a déjà abordé tout à l'heure, mais quel est son objectif? Donc c'est un outil qui permet à l'inspecteur de s'assurer de la concordance entre les éléments comptables et les différentes déclarations qui ont été déposées tout au long de l'année ou tout au long des dernières années par le contribuable. Mais il lui permet également d'autres recherches, des investigations, donc il va faire des recherches plus facilement, des tris, d'une manière simple et rapide. Donc c'est un peu comme, je dirais comme un Excel, il va pouvoir aller faire toutes les recherches et dès qu'il a un doute sur quelque chose, ça va être beaucoup plus rapide pour l'inspecteur de demander des informations et investiguer. La sanction, comme toute règle, si elle n'est pas respectée, il y a une sanction. Le défaut de remise du FEC ou la remise du FEC non conforme entraîne l'application de l'amende, toujours de 5 000 €, ou en cas de rectification, et si le montant de rectification sont encore plus élevés, d'une majoration de 10% des droits redressés. Voilà. Dans certains cas, il faut vraiment faire attention, on peut aller jusqu'à un rejet de comptabilité ou une taxation d'office. Donc là, il faut vraiment faire attention avec le FEC, c'est devenu un outil incontournable. Voilà. Donc, notre avis, la Leadercom, toujours anticiper, vérifier dès à présent si votre FEC est conforme, dans la forme, dans son contenu, lors de chaque clôture d'exercice ou au moment du dépôt de l'alias fiscal. Là, vraiment, c'est l'idéal. Je vais également vous présenter quelques points de vigilance, notamment sur la saisie comptable. Il faut vraiment être vigilant quand on saisit la comptabilité parce que il y a quelques points à vérifier. Et voilà. Donc, les points de vigilance, quelques points de vigilance. La référence interne, par exemple, elle est obligatoire. Donc, dans le FEC, le champ référence interne devra être complété. Il s'agit du numéro de la facture ou, à défaut, date de la pièce justificative. Mais bon, à chaque facture a un numéro, donc il vaut mieux mettre le numéro de la facture. Le libellé, il est obligatoire là aussi. Il doit être renseigné de manière probante et en français. Donc, on ne va pas mettre, par exemple, le libellé du compte. Si on enregistre une facture de la Poste, on ne va pas mettre affranchissement, mais plutôt on va écrire dans le libellé, sur les 3 lignes ou les 4 lignes de l'écriture, le nom du fournisseur et le numéro de la facture. Voilà. Les dates comptables, en principe, c'est la date de la facture pour les achats ou ventes, ou la date d'opération pour les mouvements de trésorerie. Donc, il ne faut pas enregistrer, par exemple, toutes les factures ou tous les mouvements de trésorerie en fin de mois ou en début de mois suivant. Enfin, vraiment, il faut se baser sur la date de l'opération ou la date du document. Les modes de saisie, attention, là aussi, quelques points importants. Il faut renoncer au mode de saisie dit libre, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas un équilibre au jour le jour. C'est-à-dire que chaque écriture doit être équilibrée jour par jour. Je prends l'exemple des écritures bancaires ou des écritures de caisse.
la contrepartie 512 compte banque ou 530 doit être reportée chaque jour. Donc chaque opération, tout de suite on met la contrepartie. Une contrepartie unique en fin de mois, elle n'est plus valable. Autre point d'attention, donc les journaux doivent être en mode bordereau pièce et les écritures de centralisation ne sont pas autorisées. Là, par exemple, pour les écritures de chiffre d'affaires, on ne peut pas centraliser, faire une seule écriture en fin de mois pour tout le chiffre d'affaires du mois. Il faut vraiment, facture par facture, comptabiliser les écritures ou pour les boutiques, il faut vraiment le chiffre d'affaires jour par jour. Autre point de vigilance, c'est la date de validation, notamment en cas de contrôle en cours d'exercice pour la TVA. Maintenant, on est censé valider les écritures à chaque déclaration, chaque mois, on devrait le faire au moment de déclarer et télédéclarer sa TVA. La présentation d'un FEC relatif à cette période, quand bien même l'exercice n'est pas clos. Donc, on pourrait être amené à devoir présenter un FEC pour la période. Et par exemple, certains contrôles fiscaux portent sur 2 exercices, mais on peut également contrôler les 2 derniers exercices clos et l'administration peut contrôler les déclarations de TVA jusqu'au jour où elle vient faire son contrôle de l'exercice en cours. Donc voilà, ça c'est un exemple. Les écritures doivent être tangibles dès lors qu'elles justifient une déclaration qui a été déposée. Donc on est censé ne plus modifier les écritures dès qu'on a fait notre comptabilisation et déposer une écriture sur la base de déposer une déclaration sur la base de ces écritures. Voilà un peu les points de vigilance, donc attention à tous ces points qui peuvent être contestés. Voilà, donc on va aborder un autre point en fait, un autre aspect qui a été renforcé et amélioré par le droit, c'est la piste d'audit fiable. C'est une procédure qui existe et qui est à disposition de l'administration. C'est quoi la procédure d'audit fiable? Elle a été instituée en même temps que le FEC, mais pour le moment, elle n'est pas encore vraiment utilisée. Donc, elle consiste, comme en contrôle interne, à la description dans un ordre chronologique des opérations qui sont réalisées par l'entreprise. Tout cela dans un écrit, en fait. Donc, les opérations dans un ordre chronologique, de l'émission des factures de vente jusqu'à la signature, donc le bon de commande, en passant par le bon de commande jusqu'au règlement, l'archivage des factures, donc tout le process du bon de commande jusqu'à l'archivage de la facture paiement et l'archivage de la facture. C'est la même chose pour les factures d'achat. On va partir du bon de commande jusqu'à l'archivage des factures et au paiement. C'est une procédure écrite. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, la procédure d'audit fiable, elle doit permettre à l'administration de vérifier le cycle de vie d'une transaction, du début jusqu'à la fin, et de s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude qui a été commise. Donc, la facture, il y a bien un bon de commande qui a été validé par telle personne, tel service, et qui est passé ensuite, la commande est passée, on reçoit la marchandise, la livraison. Donc, vraiment, c'est le cycle de vie d'une transaction, du début jusqu'à la fin. Cette procédure d'audit fiable, elle est formalisée dans une documentation écrite qui est à transmettre à l'administration à première demande. Pour le moment, en fait, ça c'est un outil, la procédure d'audit fiable, en quelque sorte, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'entreprise, mais l'administration a voulu l'officialiser et le droit lui a permis d'officialiser pour pouvoir l'utiliser et le demander en cas de contrôle. Donc, elle est formalisée dans une documentation écrite. Et là encore, il y a des sanctions. La sanction, c'est la remise en cause de la TVA déductible pour les factures d'achat. On peut aller jusqu'à là. Et on peut même remettre en cause le caractère original d'une facture de vente émise ou d'une facture d'achat, assortie d'une pénalité de 50% du montant qui aurait dû être facturé si la facture est erronée. Ramenée à 5%. Cette amende, elle est ramenée à 5% en cas de comptabilisation des factures concernées. Voilà. En cas d'exonération, l'exonération de TVA peut être remise en cause aussi. Donc, attention, ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment utilisé, on ne l'a pas encore vu beaucoup, mais en tout cas, le droit et la loi permettent à l'administration de demander cette procédure, cette documentation écrite sur les différentes transactions de l'entreprise.
Voilà, donc l'avis d'Orcom, là encore, désolé je rabâche, mais c'est toujours le maître mot étant l'anticipation. Et compte tenu des enjeux en matière de TVA, il appartient à chaque entreprise, accompagné d'un conseil, d'élaborer, documenter, sécuriser sa piste d'audit. Ça, c'est quelque chose entre guillemets, qui existe dans les entreprises. C'est plus ou moins formalisé, c'est informel, mais bon, là, l'administration a la possibilité de demander une procédure écrite. Voilà. Donc, on va conclure un peu sur ces aspects qu'on a vus du contrôle fiscal. On a vu que les enjeux du contrôle fiscal se déplacent vers une documentation du système d'information et l'analyse des données effectuées par le service vérificateur au moyen d'outils informatiques. Donc vraiment, c'est la digitalisation du contrôle fiscal, l'information. L'inspecteur pourra accéder vraiment à toute l'information en données numériques. Et là, à partir de là, il peut faire tous les trucs qu'il veut, les recherches, et c'est beaucoup plus simple pour lui de demander les choses et avoir des doutes sur des écritures, alors qu'avant, il partait d'un grand livre et d'une balance. Autant dire qu'il partait de pas grand-chose, c'était beaucoup plus difficile. Donc face à cela, les entreprises, elles doivent s'adapter à ce nouveau contexte de contrôle fiscal au travers d'une documentation adéquate et répondant aux attentes de l'administration. Donc les attentes de l'administration, on a vu par exemple le FEC, qui est la base de un outil de contrôle de plusieurs procédures différentes. Et là, vraiment, il faut le sécuriser et qu'il soit fiable de façon à être préparé le jour du contrôle. Donc, pour le contribuable également, la connaissance et la maîtrise de données de l'entreprise sont désormais utilisées par l'administration de manière systématique et ça devient la clé de la gestion du contrôle fiscal. C'est ce qu'on a pu voir tout au long de la présentation. Donc il est impératif que l'entreprise se prépare, le contribuable se prépare de façon à discuter avec l'administration et être en position de force ou au moins à armes égales. Et donc il doit vraiment investir de son temps dans le domaine de la gestion des données informatiques. Voilà un petit peu la présentation qu'on souhaitait vous faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On avait choisi un webinaire 30 minutes pour faire un quart d'heure. Je crois que j'ai un peu respecté le timing. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je peux vous répondre tout de suite, ou je prends note et je vous réponds par la suite, par mail, ou je vous contacte. Voilà. Donc, j'attends vos questions. Faites attention, par exemple, tout à l'heure, je parlais des outils de croisement de données entre les déclarations et ce que peut faire l'administration. On va notamment citer la déclaration 2257 SD en matière de transfer pricing. C'est celle qui va décrire en résumé la politique transfer price d'un groupe. Cette déclaration, c'est un outil de croisement. Un autre outil de croisement dont dispose maintenant l'administration fiscale, c'est le reporting pays par pays. Et là encore, c'est un outil en matière de transfer price qui va permettre de croiser les différentes données entre les différents pays, les pays dans lesquels un groupe a des filiales. Voilà. Donc, on me demande le support de cette réunion. Alors, en fait, vous aurez à disposition le replay plutôt. On préfère que vous puissiez regarder le replay. Et si vous avez besoin, je vais vous écrire mon adresse mail et je peux vous le contacter et on peut discuter sur les points sur lesquels vous avez des doutes sans problème. Pas de questions, je vois. Autre point que je n'ai pas abordé en fait dans les différents slides et qui est un outil pour l'administration, c'est à partir du 1er janvier 2018,
les sociétés qui utilisent des logiciels de caisse ou des logiciels qui permettent d'enregistrer les encaissements, eh bien ces logiciels devront être certifiés par un organisme extérieur, et l'administration fiscale pourra venir ou contrôler en des contrôles inopinés ou, lors d'un contrôle fiscal, demander ces attestations. Donc ça encore, c'est un outil qui permet de fiabiliser le contrôle et fiabiliser les informations qui sont transcrites en comptabilité. Voilà, donc ça c'est un autre outil de croisement. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais attendre encore quelques instants. Alors, une question d'Ulysse, comment faire pour les libellés des années précédentes? Ça, c'est un problème. En fait, vous voulez dire que les libellés ne sont pas présents ou ils sont en langue étrangère? Parce que s'ils ne sont pas présents, ça devient difficile de pouvoir la comptabilité étant intangible, c'est difficile de pouvoir corriger a posteriori. Je vous ai dit, normalement, une fois qu'on a déposé l'alias fiscal, on est censé ne plus corriger quoi que ce soit. Et si c'est en langue anglaise, lors de la vérification, on pourra toujours proposer une traduction à l'inspecteur, mais vraiment, il vaut mieux éviter parce que ça pourrait ne pas être accepté. Alors, un fichier FEC équivalent pour la TVA, une petite question, on me dit, nous avons entendu parler d'un fichier FEC équivalent, enfin un fichier équivalent FEC pour la TVA, qu'en est-il? En fait, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais le FEC, à notre avis, à moyen terme, on devra le déposer ou chaque mois, ou déjà, je pense qu'on va commencer par un dépôt en même temps que chaque liasse fiscale, et on va tendre vers un dépôt d'un FEC en même temps que chaque déclaration de TVA mensuelle. C'est pour ça que déjà dès aujourd'hui, une fois qu'on a fait une déclaration de TVA et qu'on l'a télédéclarée, on ne peut plus revenir sur les écritures, elles doivent être validées. Certains logiciels d'ailleurs ne permettent plus de télédéclarer si on ne valide pas les écritures. Donc au préalable, au moment de télédéclarer, le logiciel va vous poser la question: avez-vous travaillé à partir de la comptabilité? Et attention, avant de télédéclarer, votre comptabilité va être validée. Donc là, vraiment, le FEC pour la TVA, on n'y est pas encore, mais on va y venir très rapidement à mon avis. Alors, j'ai une question. Quelles sont les informations qu'il faut traiter dans la PAF, en fait, dans la piste d'audit fiable? La piste d'audit fiable, c'est un peu comme dans le contrôle interne, c'est une procédure de toutes les transactions, une procédure qui décrit toutes les transactions qui sont réalisées. Donc, je disais tout à l'heure, pour les achats, on va décrire vraiment toutes les procédures qui sont réalisées pour sécuriser et valider, par exemple, une facture d'achat. Donc, on va partir d'un bon de commande. Le bon de commande, par qui a-t-il été autorisé? A-t-il le pouvoir d'autoriser ou non? Vraiment, c'est comme en audit, mais sauf que là, ça sera en audit aussi, c'est formalisé, mais là, l'administration pourra vous le demander. Donc, c'est la formalisation de tous les passages qui permettent de valider une facture d'achat, une facture de vente, la validation d'un paiement. Vraiment, c'est comme en contrôle interne. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question. Sinon, on pourra approfondir ça à un autre moment. Je vous ai mis mon adresse mail. Je peux vous donner quelques documents, quelques informations complémentaires. Enfin, cette procédure d'audit fiable, c'est quelque chose qui existait déjà, en fait. Mais c'est une officialisation de ce qui existe déjà dans les entreprises. C'est procédure de validation des factures jusqu'à la commande en passant par la comptabilisation et l'archivage. Cette procédure, elle existe plus ou moins formellement dans certaines entreprises parce qu'on a des auditeurs et on a une procédure qui est bien écrite et détaillée, donc c'est un peu la même chose. Sauf que là, l'administration, désormais, elle a le pouvoir et le droit de le demander. Encore juste une petite précision sur cette PAF, c'est un outil de démonstration de la réalité des opérations réalisées et comptabilisées.
Voilà, c'est un peu la définition qu'on peut utiliser. Un outil de démonstration de la réalité des opérations. Donc, dans la procédure, dans l'écrit, il va falloir détailler toutes les étapes qui permettent de justifier la réalité et la réalité de cette opération. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous propose d'en arrêter là. Je vous remercie pour de nous avoir rejoints pour ce webinaire. N'hésitez pas, si peut-être une autre question, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou nous sommes à votre disposition pour échanger sur cette thématique ou d'autres. Voilà, merci beaucoup. Merci encore.